Eh ben, on va s'y mettre. Alors, venez, vous voulez mon bouquin? Ah oui, alors j'ai mon petit résumé là, parce qu'il faut que je vous fasse un petit résumé quand même de tout d'hier. Hein. Alors, attendez, j'arrive. Voilà. Alors, le petit résumé. Donc, on en était resté où? Alors, donc, on avait, je ne vais pas résumer encore ce qu'il y avait depuis le début. Si, bon, en gros, au début, on a une danseuse russe qui décide, qui vit à Paris, qui décide qui décide de se rendre à Londres pour faire chanter un colonel qui est un malfrat, dont elle était la complice, et qui, et dont elle pourrait prouver qu'il était le voleur de diamants, les diamants de Berre, voilà, hein. Donc une affaire qui a beaucoup marqué, ça se passe en 1922, hein. Et donc elle part à Londres avec son mari. Deuxièmement, on retrouve une jeune fille qui s'appelle Anne Bedingfeld. Anne Bedingfeld, elle a son père qui est anthropologue. Voilà, elle s'ennuie, elle voudrait vivre d'aventure, voilà, elle voudrait rencontrer des hommes, elle voudrait pas rester dans son petit patelin anglais. Et donc, elle aide son père, qui est anthropologue et qui ne pense qu'à ça, mais son père, après avoir fait des fouilles, il a une pneumonie et il meurt. Et elle se retrouve donc seule, sans argent, et après avoir refusé la proposition du médecin du patelin de l'épouser, elle accepte la proposition du notaire de venir chez eux à Londres pour trouver un travail chez lui et sa femme, donc Mrs. et Mr. Fleming. Elle y va, et là dans le métro, alors qu'elle s'ennuie un peu, elle arrive dans le métro et tout à coup elle voit un homme, et cet homme, qu'elle observe depuis un moment, se retourne, elle a l'air complètement atterrée, et il recule et il tombe sur les voies du métro. Là il y a un médecin qui se précipite, on remonte, donc un médecin se précipite, fouille dans l'ausculte. Apparemment, elle, ça lui tombe étrange la façon dont il ausculte. On comprendra plus tard que c'est parce qu'elle a compris qu'il voyait le cœur du mauvais côté. Au moment où elle s'en va, le médecin la croise, enfin la double en courant pour entrer dans l'ascenseur. Un papier tombe, là-dessus, sur ce papier, il y a un dessin et des chiffres. Je crois que les chiffres, c'est 17.1.22 ou 17.122, avec Ken, un nom, et je ne me rappelle plus le nom, parce que je l'ai écrit, enfin c'est pas grave, je vais vous le dire après. Et donc... elle cherche ce que ça pourrait être, elle ne sait pas. Elle revient et en fait le lendemain, alors qu'elle s'étonne un petit peu, qu'elle se dit c'est bizarre quand même ce médecin, le lendemain il y a une femme qui a été assassinée donc dans une villa en location, et cette femme est une femme assez mystérieuse. Elle a été visiter cette villa en location, la villa qui appartient à un mec qui passe ses vacances dans le sud, le Pedler. Et donc, cette femme a été étranglée, et Anne fait le lien entre les deux, mais Stotonian ne veut pas le faire, lui, le lien. Et donc, elle va... voilà, et elle décide donc un jour d'aller voir le directeur du journal, c'était notre dernière lecture. Voilà. Voilà, elle va voir donc le directeur du journal, qui s'appelle Monsieur Nasby. Et elle décroche, parce qu'elle est assez culottée, la possibilité, avec toutes ces petites choses qu'elle a accumulées, de faire un article dans le quotidien si elle fait ses preuves. Voilà, donc elle est très contente. Elle rentre chez elle, elle tente de déchiffrer le papier encore une fois. Elle pense que c'est peut-être un trésor avec des pas, 17 pas à droite, un pas à gauche, etc. Et puis finalement... elle va à la villa, elle se dit, faut que j'aille à la villa pour voir. Elle se fait passer pour une fille qui veut louer la villa, qui en plus ne sera pas chère puisque plus personne ne veut la louer vu qu'il y a eu un meurtre dedans. Elle en profite pour faire bavarder la concierge, qui lui décrit l'homme et la femme qui étaient venus. Et elle rentre finalement dans la maison, et là, elle trouve au fond d'un des placards, sous les fenêtres, des rouleaux de pellicule qui sentent la naphtaline. Ah oui, parce qu'il faut que je vous dise, l'homme dans le métro sentait la naphtaline, très fort. L'homme qui est mort dans le métro. Et là, les pellicules sentent la naphtaline aussi. Elle va faire développer les pellicules, mais elles sont pas impressionnées, il n'y a rien dedans. Donc, et quand elle ressort donc de chercher ces pellicules non impressionnées, elle passe devant une agence de voyage, et cette agence de voyage, elle voit un bateau qui s'appelle
Ah oui, alors donc sur le mot, c'est Kilmorden Castle. Et là, elle voit un bateau avec un nom qui finit par Castle aussi. Elle a une intuition énorme, elle rentre et elle dit à la fille, bah, un ticket je voudrais faire un voyage sur le Kilmorden Castle. Et l'autre lui dit, bah, bien sûr, vous voulez la première ou deuxième classe. Et avec le peu d'argent qui lui reste de son héritage, c'est-à-dire rien, très peu, elle a juste de quoi se payer une cabine sur le Kilmorden Castle et elle décide de partir. C'est un bateau qui va partir de Southampton et qui arrive en Afrique du Sud. Donc elle annonce ça à Mr. et Mrs. Fleming qui lui dit qu'elle est un peu inconsciente, mais bon, elle s'en fout, elle y va, elle veut vivre l'aventure. Voilà. Et après, on passe dans une autre phase qu'on va revenir plusieurs fois dans le livre. Il y a le journal intime de ce propriétaire de la villa qui s'appelle Monsieur Pedlet. Et on y apprend qu'il a des relations difficiles avec son secrétaire, Monsieur Paget, lui, qui est un acharné de travail et qui n'arrête pas de le faire bosser. Et en fait, ce Monsieur Paget va un peu l'obliger à partir sur le bateau Kilmorden Castle aussi pour remettre au général Smith un paquet important pour la nation. Voilà, il lui dit c'est obligé, il faut que vous y alliez, alors que lui voulait retourner en France parce que le climat anglais ne lui plaît pas. Donc finalement il dit allez, bon climat pour climat, je vais partir en Afrique du Sud, même si en Afrique du Sud, on le sait, à cette époque-là, c'est pas forcément un bon climat. Mais pour ce faire, tout à coup, Paget lui dit il faut aussi que vous emmenez un deuxième secrétaire. Et voilà, il va être obligé d'emmener un deuxième secrétaire et on lui impose d'une façon un petit peu difficile en menaçant donc Paget de mort, son secrétaire à lui. Donc il est obligé de l'emmener, il va emmener ce deuxième secrétaire dans ce voyage. Il n'est pas ravi, mais il est obligé. Anne, on la retrouve sur le paquebot. Elle est malade, ça fait 3 jours ou 4 jours qu'elle sort pas tellement elle a la nausée et qu'elle est malade. Et puis finalement, bon, la femme de chambre finit par la convaincre de monter un peu sur le pont parce qu'on arrive en vue de Madère, une île magnifique. Et donc elle monte sur le pont, elle fait la connaissance du commissaire, mais elle ne va toujours pas bien. Et puis elle fait la connaissance aussi d'une autre femme, enfin elle voit une autre femme très élégante, Clarence Blair, une femme du monde comme ça, qui a l'air d'être extraordinaire. Et cette femme, qui tout à coup s'arrête devant elle, lui conseille de rester sur le pont, même de se lever, même de manger, et lui dit, et puis est-ce que vous avez la vue sur la mer dans votre cabine? Elle dit, ben non, il faut vous changer de cabine, demandez au commandant une villa avec vue sur la mer, une chambre avec vue sur la mer. Il y en a plein, le bateau est presque vide. Donc finalement, c'est ce qu'elle fait. Et elle arrive et tout à coup, le steward qui veut lui proposer la 13, et elle, la 13, elle est totalement superstitieuse, pas de 13, elle dit, il n'y a rien d'autre de libre. Il dit, si, il y a la 17, mais je crois qu'on vient de la donner, et là-dessus, bon. Il dit, mais monsieur, certainement, voudrait bien changer avec vous. Et il s'avère que cette 17 a été donnée au révérend père, comment il s'appelle déjà, lui, là, je retrouverai le nom, hein, je ne me rappelle plus. Et qu'en fait, ils se disputent, ils sont 3 à se disputer cette cabine. Et elle se demande pourquoi tout le monde veut absolument cette cabine, alors qu'il y a aussi la 28 de libre. Alors elle dit, moi aussi je pourrais prendre la 28, mais enfin moi je suis têtue, je suis une femme, et puis je vois pas pourquoi je céderais, donc moi je veux la 17. Donc finalement, le commandant de bord tranche, c'est elle qui aura la 17, et elle rentre. Et le soir, donc, au moment où elle va se changer, la femme de chambre lui dit, oh là là, il y a une odeur horrible dans votre cabine, une odeur. Et elle se rend compte, elle connaît cette odeur, elle se rappelle cette odeur, je ne me rappelle pas non plus du nom exactement de la plante qui donne cette odeur, mais une odeur de mort. Et en fait, elle se dit, mais c'est pas possible, il y a vraiment quelqu'un qui veut pas que je vive dans cette cabine. Et en regardant de nouveau son papier, 17-1-22, elle se dit, et si le 17, c'était pas la date, hein, la date où je devais partir, mais si le 10, enfin oui, du bateau, mais si le 17 c'était le numéro de la cabine, et le 1, l'heure à laquelle il se passerait quelque chose. Le 22, c'est-à-dire le 22, et le 22... La patate. C'est... Oh, pardon. Il est rigolo, hein, mon Cyril. Pourquoi la patate? C'était la patate? Et donc le 22, bah, c'est le lendemain, ou la nuit qui va venir, donc à 1h du matin, ou à 1h de l'après-midi, elle ne sait pas à quel moment doit se passer cet événement. Voilà, ça c'est pour le résumé. Oui, c'est bien moi qui t'ai répondu, enfin je pense, qui Nathalie, à quoi? Bon, j'en ai tellement répondu à des gens que je ne me rappelle pas. Je ne sais pas à quoi je t'aurais répondu, mais si c'est sur mon Facebook, c'est moi qui réponds, hein, c'est personne d'autre, enfin sauf si on arrive à me hacker. Mais même quand c'est des conneries, hein, c'est moi qui réponds, hein, vous pouvez y aller, hein, je suis très très forte là-dessus. Voilà. Coralie de Nantes. Et bonjour de Nantes. Salut Nantes. Bon, alors,
Voilà, il faut qu'ils soient la veille du 22. Qu'est-ce qui va se passer à 1h du matin dans cette chambre 17, enfin de cette cabine 17 sur le bateau qui s'appelle le Castle, machin, quelque chose, Castle, je me rappelle plus. C'est pas grave. Alors j'y vais. C'est du café, hein, c'est pas du whisky ou un truc comme ça, hein. Vous inquiétez pas. C'est parti mon kiki. Vous êtes prêts? Chapitre 10. J'étais terriblement excitée. J'étais sûre d'avoir finalement découvert la piste. Une chose était certaine, je ne devais pas quitter ma cabine. Tant pis si l'odeur me donnait le mal au cœur. Demain, ce serait le 22, et à 1h de l'après-midi ou à 1h du matin, il arriverait quelque chose. Plutôt à 1h du matin, encore 6h, et je saurais. Ça, c'est Anne qui parle, hein, là. On est toujours sur le point de vue de Anne. Je ne sais pas comment je fis pour tuer les heures. La soirée fut interminable. Je me retirai très tôt dans ma cabine, déclarant à la femme de chambre que j'étais enrhumée et que l'odeur ne m'accommodait pas. Je me couchais, mais je pris la précaution de garder un peignoir de flanelle et des babouches aux pieds pour être prête à sauter du lit à n'importe quel moment. Qu'attendais-je? Je n'en sais rien. Des scénarios plus invraisemblables les uns que les autres me passaient par la tête. En tout cas, j'étais convaincue qu'il arriverait quelque chose à 1h. S'il n'arrivait rien, j'avais fait l'idiote et dissipé mon héritage à tous les vents. Mon cœur battait. L'horloge en haut sonna un coup. 1h. Rien. Attendre encore. Chut! Qu'est-ce que c'est? Des pas dans le couloir. Avec la soudaineté du bombe qui éclate, la porte de la cabine s'ouvrit et un homme entra en coup de vent. « Sauvez-moi » dit-il d'une voix rauque. « Ils me poursuivent !» Ce n'était pas le moment de demander des explications. J'entendais des pas approcher. J'avais 40 secondes pour agir. J'avais sauté hors de mon lit et je me dressais en face de l'étranger au milieu de la cabine. Une cabine n'abonde pas en cachette, surtout pour un homme qui mesure 6 pieds. D'une main, je levai le couvercle de ma valise. Il s'accroupit dedans. De l'autre, je saisis mes serviettes de toilette et les jetai sur la valise. Vivement, je tordis mes cheveux en un chignon sur le sommet de mon crâne. Du point de vue esthétique, ce chignon n'était pas artistique. Mais d'un autre point de vue, c'était du grand art. Une femme assise attifée avec un chignon hideux et une serviette de bain à la main en train de tirer de sa valise un morceau de savon ne saurait être soupçonnée d'abriter un fugitif. Un petit coup à la porte et sans attendre ma réponse, on ouvrit. Je ne sais pas ce que je craignais. Je m'attendais peut-être vaguement à apercevoir M. Padgett brandissant un revolver ou le missionnaire armé d'un poignard. En tout cas, rien n'était plus inattendu pour moi que l'apparition d'une femme de chambre, tout ce qu'il y a de plus respectable. « Pardon, miss, j'ai cru vous entendre appeler. »« Ah non, dis, je n'ai pas appelé. »« Non, je vous demande pardon de vous avoir dérangé, mais il y a là un monsieur qui a un peu bu et nous craignons qu'il entre dans la cabine d'une dame et ne lui fasse peur. »« Quelle horreur !» m'écriai-je. « Sonnez, miss, si vous avez besoin de moi. Bonne nuit, miss. »« Bonne nuit. » J'ouvris la porte et jetai un coup d'œil dans le couloir. Excepté la femme de chambre qui se retirait à pas lents, il n'y avait pas une âme. Saoul! Enfin, on dit sous, hein. Voilà l'explication du mystère. Mes talents avaient été gâchés. Je repoussai du pied la valise. Sortez, dis-je d'une voix acerbe. Pas de réponse. Je me penchai sur mon visiteur immobile. Ivre-mort, pensai-je avec colère. Que faire? Tout à coup, je faillis jeter un cri. J'avais aperçu une tache de sang sur le sol. Rassemblant mes forces, je réussis à traîner l'homme évanoui jusqu'au milieu de la cabine. Je lui enlevai son par-dessus. Il avait une blessure sous l'omoplate gauche. Je me mis en devoir de la bander. Au contact de l'eau froide, il revint à lui. « Ne bougez pas, dis-je. » Mais il était de ceux qui reprennent très vite possession d'eux-mêmes. Ce homme étant debout. « Non merci, je n'ai besoin de rien. » Son ton était méfiant, presque agressif. Pas un mot de remerciement. « Ah, laissez-moi bander votre blessure. N'y touchez pas. » Il me jeta ces mots à la figure comme si je lui avais demandé une grâce. Je ne pêche pas par l'humilité. Mon orgueil s'insurgea. Si vous croyez que vous êtes bien élevé, dis-je, ne craignez rien, je vais vous débarrasser de ma présence. Il se dirigea vers la porte, mais chancela et faillit tomber. D'un mouvement impulsif, je l'attirai sur le divan. Fou, dis-je. Vous voulez laisser des traces de sang partout? Cette fois, il ne protesta pas et se laissa penser. Là, ça y est. Maintenant, vous pouvez m'expliquer toute cette histoire. Ah, je regrette de ne pouvoir vous satisfaire et satisfaire votre curiosité. Pourquoi? Si vous voulez semer un secret à tout vent, dites-le à une femme. Ah! Ah, vous croyez que je ne suis pas capable de garder un secret?
Je ne crois pas, je sais. Il se leva. Dans ce cas, lui dis-je, je pourrais raconter à tout le monde ce qui s'est passé ce soir. À votre aise, répliqua-t-il froidement. Comment osez-vous me parler ainsi, m'écriai-je, prise de rage. Nous nous dressions l'un en face de l'autre comme deux ennemis féroces. Pour la première fois, j'examinais son visage. Les cheveux bruns coupés ras, la cicatrice sur la joue hâlée, les yeux gris clairs qui me regardaient avec une sorte de raillerie farouche. Cet homme avait quelque chose de dangereux. Vous ne m'avez pas remercié de vous avoir sauvé la vie, dis-je avec une douceur hypocrite. Le coup porta, il frémit. Mon intuition me dit qu'il avait horreur de penser qu'il me devait la vie. Tant pis, j'avais envie de l'humilier. Jamais je n'avais eu un tel plaisir de blesser quelqu'un. Je regrette que vous l'ayez fait, s'exclama-t-il. Il vaudrait mieux être mort et que ce soit fini. Ah, du moins, vous reconnaissez votre dette. Vous n'en sortirez pas. Je vous ai sauvé la vie et j'attends que vous me remerciiez. Si le regard pouvait tuer, je serais morte sous le sien. Il passait brutalement devant moi. Sur le seuil, il se retourna et me parlant par-dessus l'épaule. Je ne vous dirai pas merci, ni aujourd'hui, ni jamais. Mais je reconnais la dette. Je la paierai un jour. Il était parti, me laissant seul, les mains serrées, le cœur battant, un coup précipité. Chapitre 11. Le reste de la nuit se passa sans incident. Je déjeunais au lit et me levais tard. Quand je parus sur le pont, Miss Blair m'appela. « Bonjour, petite bohémienne, venez vous asseoir près de moi. Vous avez l'air d'avoir mal dormi. »« Pourquoi m'appelez-vous bohémienne ?»« Cela vous va, je ne sais pas pourquoi. J'espère que vous n'êtes pas choquée. Je vous ai surnommé ainsi dès que je vous ai vu. C'est l'élément bohémien qui vous rend si différente des autres. Vous et le colonel Race, vous êtes les deux seules personnes à bord à qui je puisse parler sans mourir d'ennui. »« Tiens, répliquai-je, et moi qui me suis dit la même chose en pensant à vous. Vous êtes, madame, permettez-moi de vous le dire, le produit idéal d'une culture raffinée. » Pas mal comme définition, fit Mrs. Blair. Parlez-moi de vous, petite bohémienne. Pourquoi allez-vous en Afrique du Sud? Je lui parlais de l'œuvre de mon père. Ah, vous êtes la fille de Charles Bedingfeld. Je savais bien que vous étiez autre chose qu'une petite provinciale. Alors vous allez là-bas pour déterrer des crânes? Peut-être, dis-je prudemment. Prudemment. J'ai aussi, peut-être, dis-je prudemment, j'ai aussi d'autres projets. Mystérieuse petite fille, mais que vous avez l'air fatiguée ce matin, vous avez mal dormi? Moi, je dors 12 heures d'affilée à bord. Cette nuit, un steward idiot m'a réveillé pour me rendre le rouleau de pellicule que j'ai laissé tomber hier. Et de quelle façon bêtement mélodramatique, encore, hein? Figurez-vous qu'il a passé son bras par le trou du ventilateur et les a lancés juste au milieu de ma cabine. Un instant, j'ai cru que c'était une bombe. Ah, voilà le colonel, dis-je, en apercevant sa silhouette imposante. Pourquoi, mon colonel? C'est plutôt vous qui l'admire, petite bohémienne. Le saviez-vous? J'ai oublié mon écharpe, dit tout à coup. Je vais aller la chercher. J'avais trouvé ce prétexte pour me dérober à la hâte. Je ne sais pourquoi je ne me sentais pas à mon aise avec le colonel Race. Il était un de ces rares hommes qui m'intimident. Une fois dans ma cabine, j'ouvris mon tiroir pour y aller prendre une écharpe et je m'aperçus immédiatement qu'il avait été fouillé. Par qui et pourquoi? Qui était le jeune homme qui était entré en bombe chez moi cette nuit? Je ne l'avais jamais vu à bord, ni sur le pont, ni au salon, ni dans la salle à manger. Était-ce un passager ou faisait-il partie de l'équipage? Qui l'avait blessé? Pourquoi? Et la cabine numéro 17, que venait-elle faire là-dedans? Oh, décidément, il se passait des choses mystérieuses à bord du Kilmorden Castle. Je recomptais sur mes doigts tous ceux qui jusqu'ici avaient attiré mes soupçons, sans parler de mon visiteur nocturne que j'espérais bientôt identifier. Alors, premièrement, Sir Eustache Pedler, il était le propriétaire de la villa du Moulin et sa présence me semblait indiquer plus qu'une simple coïncidence. Deuxièmement, Monsieur Paget, le secrétaire au visage de bandit qui avait tellement insisté pour obtenir la cabine numéro 17. Nota bene, découvrir s'il avait accompagné Sir Eustache à Cannes. Le révérend père Chichester, tout ce que j'avais contre lui, c'était son entêtement au sujet de la cabine numéro 17. Mais cet entêtement pouvait n'être dû qu'à son caractère. Néanmoins, une petite entrevue avec le révérend père ne me ferait pas de mal. Nouant à la hâte une écharpe pour retenir mes boucles rebelles, je remontais sur le pont. La chance me favorisait. Il était là devant une tasse de thé. Je fis mon plus beau sourire. « J'espère que vous m'avez pardonné l'incident de la cabine numéro 17, mon père. »
Un bon chrétien ne garde jamais aucune rancune, répondit froidement M. Chichester. C'est votre premier voyage en Afrique, mon père? En Afrique du Sud, oui, mais j'ai résidé 2 ans dans le Centrafrique parmi les cannibales. Oh, que c'est intéressant. Comment avez-vous fait pour ne pas être mangé? Vous ne devriez pas parler ainsi aussi légèrement de sujets sacrés, Miss Bedingfeld. Ah, je ne savais pas, mon père, que le cannibalisme était un sujet sacré. Décidément, le révérend père Chichester était un missionnaire idéal. J'évoquais les ecclésiastiques que j'avais connus en province. Aucun d'eux n'avait été aussi luisant de vertu. Mais comment se fait-il, pensais-je tout à coup, que la peau du révérend soit aussi blanche s'il a passé 2 années en Afrique? C'est bizarre. Pourtant, c'est un homme éminemment respectable. Trop respectable, peut-être? Ne dirait-on pas un missionnaire de vaudeville? À ce moment, Sir Eustache Pedler, passant devant nous, ramassa un bout de papier sur le sol et le tendit à M. Chichester. « Vous l'avez laissé tomber, monsieur ?» Il passa sans s'arrêter et probablement sans s'apercevoir de l'émotion de M. Chichester. Moi, en revanche, je m'en aperçus fort bien. Il devint vert et fourra le papier dans sa poche. Un sermon que j'étais en train de rédiger, expliqua-t-il avec un sourire forcé. Un sermon, en vérité? Non, M. Chichester n'était pas à la hauteur de son rôle. Quel malheur que ce soit Sir Eustache Pedler et non pas moi qui ai ramassé le papier. Après le déjeuner, je m'approchai de Mrs. Blair qui prenait le café en compagnon de Sir Eustache Pedler, de Paget et du colonel Rice. Ils parlaient d'Italie. J'aime les Italiens, disait Mrs. Blair. Dans la rue, quand vous leur demandez un renseignement, au lieu de vous dire à droite ou à gauche, ils vous prennent par le bras et vous accompagnent tout au long du chemin. Les Italiens ont été aussi aimables que cela pour vous, Paget, quand vous étiez à Florence? Demanda Sir Eustache à son secrétaire avec un sourire. Cette question sembla déconcerter M. Paget. Il rougit et balbutia. Oui, certainement. Oui. Il murmura des excuses vagues et quitta précipitamment la table. Je soupçonne Paget d'avoir commis quelques crimes à Florence, remarqua Sir Eustache, en suivant des yeux son secrétaire. Dès qu'on parle de Florence ou de l'Italie, il change de sujet ou prend la poudre des scampettes. Peut-être a-t-il assassiné quelqu'un, dit Mrs. Blair d'un ton plein d'espoir. J'espère que vous ne serez pas choqué, Sir Eustache, si je vous dis que votre secrétaire a l'air d'un assassin. Oui, du pur Cinquecento, ce pauvre diable n'en peut plus, mais moi cela m'amuse, moi qui sais à quel point c'est un honnête bourgeois. Y a-t-il longtemps qu'il est à votre service, Sir Eustache demanda le colonel Rice. 6 ans, répondit Sir Eustache avec un profond soupir. Son extérieur chez madame devrait plutôt vous inspirer confiance. Un assassin qui se respecte ne se permettrait jamais d'avoir cet air-là. Le fameux Crippen, vous vous en souvenez, était un homme charmant. Ah oui, on l'a arrêté, je crois, à bord d'un paquebot, murmura Mrs. Blair. Un bruit de vaisselle cassée me força à me retourner. Le révérend père Chichester avait laissé choir sa tasse. Quand Mrs. Blair descendit se coucher, le colonel Rice me suivit sur le pont. « M'accorderez-vous une danse ce soir, Miss Bedingfeld ?»« Je voudrais bien, murmurai-je timidement, mais Mrs. Blair, notre amie Mrs. Blair n'aime pas danser. Ah, et vous ?»« J'aimerais danser avec vous. »« Oh !» fis-je un peu nerveuse. Le colonel Rice me faisait peur. Néanmoins, je m'amusais beaucoup. C'était autre chose, enfin, que discuter de crâne avec de vieux fossiles. Le colonel Rice était mon idéal de l'homme fort et bronzé. Peut-être m'épouserait-il. Il est vrai qu'il ne me l'avait pas encore demandé, mais comme disent les éclaireurs, soyez prêts. Toutes les femmes, sans même s'en rendre compte, considèrent chaque homme qu'elles rencontrent comme un mari possible pour elles ou pour leur meilleur ami. Nous en sommes plusieurs fois de suite. Il me parla de mon père, de ses œuvres. Il paraissait bien renseigné, mais il lui échappa quelques erreurs. Remarquant mon étonnement, il se reprit lui-même. Est-ce possible, pensais-je, qu'il ne sache rien de l'anthropologie et qu'il ait simplement parcouru un bouquin pour m'en parler? Ou bien une autre idée me vint. Ces légères erreurs n'étaient-elles pas des épreuves? N'avait-il pas voulu me poser des cols, se rendre compte si je possédais vraiment mon sujet à fond? Autrement dit, me soupçonnait-il de n'être pas vraiment Anne Bedingfeld? Pourquoi? Chapitre 7. Non, 12, pardon. Oh là là. On rentre de nouveau dans un extrait du journal de Sir Eustache Pedler. La vie à bord est assez confortable. Dieu merci, je ne souffre pas du mal de mer. Paget, lui, est devenu vert à la première secousse.
Mon autre pseudo-secrétaire doit être souffrant lui aussi. En tout cas, il n'a pas encore fait son apparition. Peut-être est-ce de la haute diplomatie. Le principal, c'est qu'il ne m'ennuie pas. En somme, personne de bien intéressant à bord. Excusez-moi, j'ai eu un petit appel, donc ça arrête la lecture, je reprends. Voilà, en somme, personne de bien intéressant à bord. 2 bons joueurs de bridge et une jolie femme, Miss Clarence Blair. Je l'ai rencontrée à Londres, bien entendu. Elle est de ces femmes rares qui ont vraiment de l'humour. J'ai plaisir à m'entretenir avec elle et j'en aurais davantage si elle n'était toujours pas flanquée d'une espèce de beau ténébreux. Un de ces hommes forts et bronzés dont sont atichées des jeunes filles et les jeunes romancières. Ce colonel Ray s'amuse-t-il vraiment cette femme d'esprit? Guy Paget, après s'être remis un peu, est venu me parler de travail. En voilà une bonne idée, travailler à bord. Il est vrai que j'ai promis mes mémoires à l'éditeur pour cet été, mais qui de notre temps lit des mémoires, hein? Qu'on me le dise, les vieilles dames qui habitent la banlieue. Et qu'est-ce que c'est, les mémoires, hein? J'ai rencontré dans ma vie un certain nombre d'hommes soi-disant célèbres. Avec l'aide de Paget, j'invente sur eux des anecdotes insipides. C'est d'autant plus ennuyeux que Paget est trop honnête. Il ne me permet pas d'inventer des anecdotes sur ceux que je ne connais pas, mais que j'aurais pu bien connaître. Oh, ce Paget! Il nous faut un cabinet de travail, Sir Eustache. Votre cabinet est encombré de valises et la mienne est trop petite. C'est bon, prenez une cabine supplémentaire. Le lendemain, Paget arrive avec le visage d'un conspirateur de la Renaissance. Vous m'avez bien dit, Sir Eustache, de prendre la cabine numéro 17 pour en faire notre bureau. Eh bien, Sir Eustache, elle a quelque chose de mystérieux, cette cabine numéro 17. Elle est tentée. Là-dessus, Paget me raconte toute l'histoire sur lui, et sur le révérend père Chichester, et sur une fille nommée Miss Bedingfeld. Ils se sont tous disputés à propos de cette cabine. Enfin, naturellement, la jeune fille a gagné, et Paget lui en garde rancune. Mais mon ami, lui ai-je dit, cela n'a pas d'importance, prenons la cabine 13 ou 28. Paget m'a regardé avec reproche. Vous m'aviez dit, Sir Eustache, de prendre la cabine numéro 17. Oh, mais j'ai dit, mon cher Paget, la 17, parce que j'ai vu que la 17 était libre, hein, mais je vous ai pas dit d'en faire une question de vie ou de mort. Hein. Paget, très offensé, a murmuré. C'est pas tout. Miss Bedingfeld a eu la cabine, mais ce matin, j'ai vu Chichester en sortir à la dérobée. Paget, je lui ai répondu, n'allez pas faire de potin sur Chichester, c'est un vieux raseur. Mais enfin, un missionnaire quand même. Et cette charmante enfant, Anne Bedingfeld, elle est très gentille, et elle a les plus jolies jambes qui soient à bord. Paget n'a pas goûté mon appréciation. Il est de ceux qui ne remarquent jamais les jolies jambes. Ou s'il les remarque, il n'en dit rien. Pour le taquiner, j'ai ajouté. Tenez, puisque vous lui avez été présenté, allez donc l'inviter demain à dîner demain à ma table. Vous savez qu'il y a un bal masqué demain. Nous aurons le capitaine, Mrs. Blair. Ah, si vous avez Mrs. Blair, vous aurez aussi le capitaine Race, a interrompu Paget. Qu'est-ce que c'est ce Race? Me suis-je exclamé exaspéré. Paget sait toujours tout, ou croit le savoir. Hein. Prenant ses airs mystérieux, il a chuchoté. On dit, Sir Eustache, On dit, Sir Eustache, qu'il occupe un grand poste au service secret. Ah, en ce cas, j'ai crié, pourquoi le gouvernement ne lui a-t-il pas confié ces maudits documents au lieu de me les remettre à moi, hein? Toute cette affaire, Sir Eustache, est bien mystérieuse. Tenez, ma maladie à la veille du départ n'était pas naturelle. Je suis sûre qu'on m'a empoisonné. Hein? Vous avez parlé à Reuben, au fait? Que fait-il? Il est souffrant, Sir Eustache, il garde le lit, mais... De nouveau, Paget a baissé la voix. Je suis sûre que c'est un truc. C'est pour mieux veiller sur vous. Sur moi? Bah oui, au cas où on en attenterait à votre vie. Paget, lui ai-je répondu, vous êtes tout guilleret aujourd'hui. Si j'étais vous, je me travestirais pour le bal masqué en bourreau ou en tête de mort. Cela conviendrait parfaitement à votre genre de beauté. Sur le pont, je vis Miss Bedingfeld causant avec le missionnaire. Les femmes aiment les prêtres. Un homme un peu corpulent comme moi déteste se bêter, mais je suis poli et j'ai ramassé un bout de papier qui traînait au pied du missionnaire. Involontairement, j'ai vu ce qu'il y avait dessus. N'essayez pas de faire jeu à part, vous vous en trouveriez mal. Drôle de papier pour un ecclésiastique. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de missionnaire? On lui donnerait le bon Dieu sans confession. Oh, mais il ne faut pas se fier aux apparences. Il faudra que je questionne Paget, il sait toujours tout. Ah, où va le clergé de nos jours? C'est ce que je demandais à Mrs. Blair en interrompant son tête-à-tête avec Race.
Naturellement, elle me l'a fait inviter pour le lendemain. Donc il va se retrouver avec Grace à sa table. Après le déjeuner, la petite Bedingfeld est venue prendre le café avec nous. Je ne me suis pas trompée, hein, ses jambes sont ravissantes. Je voudrais bien savoir ce que Paget a pu fabriquer en Italie. Dès qu'on en parle, il devient couleur tomate. Si j'étais pas si sûre de ses mœurs irréprochables, je croirais à quelques aventures d'amour compromettantes. Ah, cela m'amuserait énormément. Paget aurait-il un secret criminel? Quelle veine! Drôle de soirée. Le seul déguisement à ma taille que j'ai trouvé chez le coiffeur du bord fut celui de Teddy Bear. Gros ourson. Anne Bedingfeld, habillée en bohémienne, était charmante. Paget prétexta une migraine et ne se montra pas. Je dansais beaucoup malgré la chaleur. 2 fois avec Anne Bedingfeld, qui prétendait que j'étais un bon danseur, et 1 fois avec Miss Blair, qui se donna pas la peine de le prétendre. Et plusieurs fois avec d'autres victimes de sexe féminin qui avaient eu le malheur de me plaire. Pour souper, je commandais du Clicquot 1911. Je semblais avoir découvert le seul moyen de faire parler le colonel Rice. De taciturne, il devenait bavard. Il me taquina à propos de mon journal. Un de ces jours, Pedler, votre journal révélera toutes vos imprudences. Oh, mon cher, ai-je répondu, je ne suis pas aussi bête que vous semblez le croire. Si je commets des imprudences, je ne les couche pas sur le papier. Après ma mort, on saura mon opinion sur bon nombre de gens, mais on n'apprendra pas grand-chose sur moi. Un journal intime, c'est fait pour noter les sottises des autres, mais pas les miennes. Cependant, il y a dans un journal intime une sorte de révélation inconsciente. Aux yeux du psychanalyste, tout est vil, répondis-je sentencieusement. Vous avez dû avoir une vie intéressante, colonel, demanda Miss Bedingfeld, en levant vers le colonel Rice ses yeux brillants comme des étoiles. Voilà comme elles nous prennent, ces petites filles. Othello a séduit Desdémone en lui racontant des histoires, mais Desdémone n'a-t-elle pas séduit Othello en les écoutant? Quoi qu'il en soit, Rest ne resta pas insensible aux yeux de Miss Bedingfeld et se mit à lui raconter des histoires de chasseurs vécus en Afrique. L'Afrique, Rhodésie, soupira Mrs. Blair. C'est trop tentant, vos histoires, colonel. Il faut que j'y aille. Mais le voyage est affreux. 5 jours dans le train. Permettez-moi, Mrs. Blair, dis-je galamment, de vous inviter dans mon train spécial. Que vous êtes aimable, sœur Eustache. C'est vrai que cela ne vous ennuie pas. Encore une semaine, dit-elle, nous serons en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est devenue... Pardon. Ah, l'Afrique du Sud. Et devenant sentimentale, je citais un de mes derniers discours à l'Institut colonial. Ses fruits et ses fermes, ses troupeaux et ses mines, son or et ses diamants. Ces diamants, répéta Mrs. Blair, tombant en extase. Ces diamants, murmura Miss Bedingfeld. Tous deux se retournèrent vers le colonel Rice. Avez-vous été à Kimberley, la cité des diamants? Rice, en réponse à leur question, décrivit les méthodes employées pour la garde des pierreries et les précautions prises par De Beer. Dans ce cas, il est impossible de voler les diamants, demanda Mrs. Blair d'un ton déçu, d'un ton aussi déçu que si elle avait fait le voyage dans ce but spécial. Oh, il n'y a rien d'impossible, des vols se produisent parfois, comme dans le cas de ce kaffir qui a caché les diamants dans sa blessure. Ah oui, mais il y a des gros braquages aussi. Il y a eu un vol retentissant avant la guerre. Vous devez vous en souvenir, Pedler. Vous étiez en Afrique du Sud à ce moment-là. Alors, je vais arrêter un peu parce que je me suis trompée. Là, on n'est pas toujours dans le journal. C'est Eustache qui parle depuis le début, la drôle de soirée. Je suis désolée, j'ai fait une confusion. Voilà. Donc, en fait, vous devez être un peu paumé. En fait, à partir de la drôle de soirée qu'on raconte, c'est Esther Eustache qui parle. On est revenu dans le réel. Alors, je me propose, moi, de recommencer parce qu'à la fin du journal, où Paget ou Pedler se demande, Pedler, c'est celui qui a pour secrétaire, celui qui est le propriétaire de la villa et qui a pour secrétaire, donc, Paget et qui se demande s'il aurait eu un secret criminel. Voilà, c'est donc plus du tout... plus du tout Paget qui parle dans son journal, mais c'est maintenant Sœur Eustache qui va raconter. C'est vu du point de vue de Sœur Eustache. Donc je vais recommencer. Je vais recommencer ce petit passage. Excusez-moi. Drôle de soirée. Le seul déguisement à ma taille que je trouvais chez le coiffeur du bord fut celui de Teddy Bear, gros ourson. Anne Bedingfeld, habillée en bohémienne, était charmante.
Pas de jet prétexte à une migraine et ne se montra pas. Je dansais beaucoup malgré la chaleur. 2 fois avec Anne Bedingfeld, qui prétendit que j'étais bon danseur. 1 fois avec Mrs. Blair, qui ne se donna pas la peine de le prétendre. Et plusieurs fois avec d'autres victimes du sexe féminin qui avaient eu le malheur de me plaire. Pour le souper, je commandais du Clicquot, 1911. Je semblais avoir découvert le seul moyen de faire parler le colonel Reiss. De taciturne, il devenait bavard. Il me taquina à propos de mon journal. Un de ces jours, Pedler, votre journal révélera toutes vos imprudences. Mon cher, dis-je, je ne suis pas aussi bête que vous semblez le croire. Si je commets des imprudences, je ne les couche pas sur le papier. Après ma mort, on saura mon opinion sur bon nombre de gens, mais on n'apprendra pas grand-chose sur moi. Un journal intime, c'est fait pour noter les sottises des autres, mais pas les miennes. Cependant, il y a dans un journal intime une sorte de révélation inconsciente. Aux yeux du psychanalyste, tout est vil, répondis-je sentencieusement. Vous avez dû avoir une vie intéressante, colonel, demanda Miss Bedingfeld en levant vers le colonel Reiss, ses grands yeux brillants comme des étoiles. Ah, voilà comment elles nous prennent, ces filles. Othello a séduit Desdémone en lui racontant des histoires, mais Desdémone n'a-t-elle pas séduit Othello en les écoutant? Quoi qu'il en soit, Reiss ne resta pas insensible aux yeux de Miss Bedingfeld et se mit à lui raconter des histoires de chasseurs vécus en Afrique. L'Afrique, la Rhodésie, soupira Mrs. Blair. C'est trop tentant, vos histoires, colonel. Il faut que j'y aille. Mais le voyage est affreux, 5 jours dans le train. Oh, permettez-moi, Mrs. Blair, dis-je galamment, de vous inviter dans mon train spécial. Oh, vous êtes aimable, Sir Eustache. C'est vrai, cela ne vous ennuie pas? M'ennuyer, m'écriai-je avec reproche en avalant encore un verre de champagne. Encore une semaine, dit-elle, nous serons en Afrique du Sud. Oh, l'Afrique du Sud. Et devenant sentimentale, je citai un de mes derniers discours de l'Institut colonial. Ses fruits et ses fermes, ses troupeaux et ses mines, son or et ses diamants. Ces diamants, répéta Mrs. Blair, tombant en extase. Ces diamants, murmura Miss Bedingfeld. Tous deux se retournèrent vers le colonel Reiss. Avez-vous été à Kimberley, la cité des diamants? Reiss, en réponse à leurs questions, décrivit les méthodes employées pour la garde des pierreries et les précautions prises par de Beer. Dans ce cas, il est impossible de voler des diamants, demanda Mrs. Blair d'un ton aussi déçu que si elle avait fait le voyage dans ce bus spécial. Il n'y a rien d'impossible. Des vols se produisent parfois, comme dans le cas de ce kaffir qui a caché les diamants dans sa blessure. Ah ouais, et il y a aussi des grands braquages. Il y a eu un vol retentissant avant la guerre, vous devez vous en souvenir, Pedler. Vous étiez en Afrique du Sud à ce moment-là. Je fis un signe affirmatif. « Dites-nous ces histoires, s'écria Miss Bedingfeld. « Dites, colonel, allez, dites !» Reiss sourit. « C'est bon. Écoutez, avez-vous entendu parler de Sir Lawrence Ardsley, richissime propriétaire de mines d'or en Afrique du Sud? Son fils, avant la guerre, s'était rendu en compagnie de son ami dans la jungle, dans une région africaine où l'on croyait découvrir un nouveau Kimberley. Ils en rapportèrent des pierres brutes de toutes les couleurs, roses, bleues, jaunes, vertes, noires et blanches, du blanc le plus pur. Les 2 jeunes explorateurs, John Ardsley et son ami Lucas, arrivèrent à Kimberley où ils devaient faire examiner leurs diamants. Au même moment, un vol sensationnel eut lieu chez de Beer. Les diamants envoyés en Angleterre sont gardés dans un coffre-fort dont les 2 clés se trouvent chez 2 personnes. Une 3e est au courant de la combinaison du coffre. Le paquet est remis à la banque qui l'expédie en Angleterre. Chaque paquet vaut au bas mot près de 100 000 livres. Cette fois-ci, le paquet parut suspect à la banque. On l'ouvrit et on trouva des morceaux de sucre. Je ne sais pas comment on en vint à soupçonner John Ardsley. On se souvint qu'à Cambridge, il avait mené une vie fort dissipée et que son père, plus d'une fois, avait dû payer ses dettes. En tout cas, on se mit à dire que cette histoire de diamants découverts dans la jungle était une pure invention. On arrêta John Ardsley et on trouva sur lui une partie des diamants de Beer. L'affaire ne fut jamais jugée. Sir Ardsley paya une somme équivalente à la valeur des pierres volées. De Beer consentit à retirer sa plainte. On ne sut pas comment le vol avait été commis, mais le vieil Ardsley ne supporta pas la honte de son fils. Il eut une attaque qui le brisa à moitié. John, lui, s'engagea, se battit courageusement et fut tué au champ d'honneur, effaçant ainsi la tache de son nom. Sir Lawrence lui-même succomba à une seconde attaque, il y a à peine un mois. Sa fortune immense passa à son plus proche parent, un homme qu'il avait à peine connu. Le colonel se tut. De toutes parts, on le submergea de questions. Miss Bedingfeld soudain jeta un petit cri. Je me retournai. Sur le seuil se dressait Rayburn, mon nouveau secrétaire. Son visage sous le hâle d'une pâleur livide. Le récit du colonel semblait l'avoir profondément ému.
S'apercevant que l'attention s'était dirigée vers lui, il se détourna brusquement et disparut. « Qui est-ce » demanda Miss Bedingfeld. « Mon second secrétaire, expliquai-je, M. Rayburn. Il était souffrant jusqu'à présent. » Elle jouait avec la tranche de pain posée près de son assiette. « Il y a longtemps qu'il est votre secrétaire ?»« Pas très longtemps, dis-je prudemment. Mais la prudence ne sert à rien avec une femme. » Sans plus de façon, elle me questionna. « Combien de temps ?»« Précisément, je l'ai engagé avant mon départ. Un vieil ami me l'a recommandé. » Elle retomba dans un silence pensif. Je me tournai vers le colonel. « Dites donc, Ress, qui est l'héritier de ce Sir Lawrence? Le connaissez-vous ?»« Un peu, répondit-il en souriant. « C'est moi. » Aïe, 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 le colonel Ress est l'héritier de cette fortune de John Audley. Eh ben, je continue. Et là, c'est Anne, c'est écrit, hein, donc je ne me trompe pas, c'est Anne qui reprend son récit. La nuit du bal masqué, je décidai que le moment était venu de prendre un confident. Jusqu'ici, j'avais joué mon jeu seule et indépendante, mais voici que soudain, je me sentais solitaire et désemparée. Assis sur le bord de ma couchette, encore déguisée en bohémienne, je pensais au colonel Ress. Il semblait avoir de la sympathie pour moi. Il m'écouterait, j'en suis sûre. Et il était intelligent. Mais c'était un homme habitué à commander. Il prendrait la direction de l'affaire. Et c'était mon mystère à moi. Il y avait aussi d'autres raisons que je ne m'avouais pas, pour lesquelles j'hésitais à prendre pour confident le colonel Ress. Puis je pensais à Mrs. Blair. Elle aussi avait été charmante. Ce n'était probablement qu'un caprice passager, mais pour le moment, je l'intéressais. Miss Blair était une femme qui avait éprouvé la plupart des sensations ordinaires de la vie. Je lui en fournirais d'extraordinaire. Et puis elle me plaisait, cette femme-là. J'aimais son gracieux sans gêne, son manque de sentimentalité, son absence complète d'affectation. Allez, c'est décidé. Je me confierai à elle sans plus attendre. Elle ne devait pas être encore au lit. Soudain, je me rappelais que je ne savais pas le numéro de sa cabine. Mon amie de l'autre jour, la femme de chambre, pourrait me renseigner. Je sonnai, et après quelques minutes d'attente, je vis arriver un steward. Il m'informa que Mrs. Blair logeait dans la cabine 71. « Et où est la femme de chambre ?» demandai-je. « Elles finissent leur journée à 10 heures, miss. »« Celle qui assure le service de nuit. »« Mais il n'y en a pas, miss. »« Mais il y en a une. »« Il n'y a pas de femme de chambre après 10 heures, miss. »« Mais alors, qui était la femme qui avait frappé à ma porte la nuit du 22 ?» La ruse et l'audace de mes adversaires inconnus ne laissaient pas de me confondre. Finalement, je me ressaisis et quittai ma cabine pour celle de Mrs. Blair. « Tiens, c'est vous, petite bohémienne !» Au milieu de robes et de lingerie de crêpe de Chine pêle-mêle sur le divan, Miss Blair, drapée dans le plus joli kimono que j'eus jamais vu, m'accueillit par un délicieux sourire. « Mrs. Blair, dis-je brusquement, je voudrais vous raconter l'histoire de ma vie. S'il n'est pas trop tard et si cela ne vous ennuie pas. » « Pas le moins du monde. Je déteste me coucher et je serais ravie de connaître votre histoire. Cela vous ressemble, petite bohémienne, de tourmenter ma curiosité pendant des semaines pour tomber tout à coup chez moi à 1 heure du matin avec votre confession. Allons, déchargez votre cœur. » Je lui racontais tout d'un bout à l'autre. Quand j'eus fini, elle me regarda avec un petit sourire. « Savez-vous, Anne, que vous n'êtes pas une jeune fille ordinaire? Partir toute seule et presque sans argent. Mais qu'en ferez-vous quand vous n'aurez plus le sou? À quoi bon creuser la tête tant que j'en ai encore? Les 25 livres que m'a donné Mrs. Fleming sont intacts et j'ai gagné 15 livres au bridge hier. 40 livres, une fortune. Une fortune? Mon Dieu, murmura Mrs. Blair. Je ne suis pas poltronne, mais je vous assure que je ne pourrais pas m'embarquer gaiement avec quelques livres dans ma poche sans savoir où je vais ni ce que je ferai. Mais précisément, m'écriai-je, c'est cela qui me plaît, la volupté de l'aventure. Elle sourit. Vous avez de la chance, Anne. Peu de gens garderaient une telle sérénité à votre place. Enfin, disait impatiemment, que pensez-vous de tout cela, Mrs. Blair? Eh bien, c'est l'histoire la plus passionnante que j'ai entendue de ma vie. Seulement, ne m'appelez plus Mrs. Blair. Dites Suzanne. Entendu? Entendu, Suzanne. Oh, qu'elle est charmante. Et maintenant, parlons affaires. Vous dites que le secrétaire de Sir Eustache, pas le grand brun au visage de Pandare, hein, l'autre, est l'homme qui s'est réfugié la nuit dans votre cabine. Donc 2 pistes qui nous mènent à Sir Eustache. La femme a été assassinée dans sa maison et c'est son secrétaire qui est blessé à 1 heure du matin. Heure mystique. Je ne soupçonne pas Sir Eustache en personne, mais cela ne peut être une série de coïncidences. Il y a là quelque chose dont lui-même peut-être ne se doute pas. Et puis cette histoire de la femme de chambre. Et de quoi avait-elle l'air? Ah, ma foi, j'ai pas fait attention. J'étais dans un tel état d'excitation.
Et rien que de la voir, ça m'a fait l'effet d'une douche froide. Il est vrai, maintenant que j'y pense, que son visage m'avait semblé familier. Bon, j'avais pu la rencontrer sur le paquebot. Êtes-vous sûr, demanda la Suzanne, que ce n'était pas un homme? Bah ouais, elle était très grande. Et ce n'était pas un Sir Eustache, ni Mr. Paget. Attendez. Elle prit un bout de papier et griffonna fiévreusement. Là, dites-moi si ce n'est pas la tête du révérend père Chichester, maintenant. Elle me tendit le croquis. N'est-ce pas votre femme de chambre, par hasard? Mais oui, m'écriai-je. Oh, Suzanne, vous êtes une merveille. Ah, j'ai toujours soupçonné ce Chichester. Vous vous rappelez comment il a laissé tomber ta tasse l'autre jour quand j'ai dit que Crippen avait été arrêté à bord d'un paquebot? Et il a essayé d'avoir le 17. Ah oui? Et c'est lui qui a dû fouiller votre cabine. Et que cherchait-il? Votre papier? À quoi bon? La fameuse date était déjà passée à ce moment-là. À propos, l'avez-vous? Elle examina les sourcils froncés. Bon, alors d'accord, il y a un point après le 17. Pourquoi la cabine? Le 22 à 1h. Il y a eu un intervalle, indiquai-je. Oui, mais elle examinait le papier de près. Mais Anne, ce n'est pas un point, c'est une petite tache. Une tache, vous m'entendez? Il faut donc pas faire attention aux points, mais seulement aux intervalles. Voyez, cela donne donc 1, 71, 22. C'est pas tout à fait la même chose. Hein. Le 22 à 1h dans la cabine 71. Ma cabine, Anne. Nous nous regardions la bouche ouverte, heureuses comme si nous avions trouvé la clé du mystère. Tout à coup, je retombais sur la terre. Ah, mais Suzanne, il n'est rien arrivé dans votre cabine le 22 à 1h. Son visage s'allongea. Non, rien. Une autre idée me traversa la tête. Mais ce n'était pas votre cabine à vous, Suzanne. Enfin, je veux dire, pas celle que vous avez louée. Ah ben non, parce que j'ai changé de cabine. Quelqu'un l'a louée avant le départ. Quelqu'un qui n'est pas venu. Ah, je sais qui, petite bohémienne, s'écria Suzanne. Le commissaire du bord m'en a parlé. La cabine était réservée pour Mrs. Gray. Mais il paraît que sous ce pseudonyme se cachait la célèbre danseuse russe Nadine. Oui, celle du début de l'histoire. Elle n'a jamais dansé à Londres, mais on était fous d'elle à Paris. Le commissaire de bord regrettait beaucoup son absence. Et le colonel Reiss m'a raconté à ce propos un tas d'histoires. Toutes sortes de bruits couraient sur elle à Paris. On la soupçonnait d'espionnage pendant la guerre, mais sans preuve. Le colonel Reiss a dû s'occuper de près de cette affaire. C'était une bande de criminels extraordinairement organisée, m'a-t-il dit, qui fait de la politique et de l'espionnage, mais qui n'est pas spécialement allemande. À sa tête se trouve un homme qu'on appelle le colonel. On le croit anglais, mais on n'a jamais pu établir son identité. Il dirige une organisation criminelle internationale. Il fait de tout. Espionnage, vol, escroquerie, en ayant toujours soin de se pourvoir d'un bouc émissaire. Il paraît qu'il est d'une adresse diabolique. On soupçonnait cette femme d'appartenir à sa bande, mais on manquait de preuves. Oui, Anne, nous sommes sur une piste. Nadine était certainement mêlée à cette affaire. C'est avec elle qu'on avait rendez-vous dans cette cabine à 1h du matin le 22. Mais où est-elle? Pourquoi ne s'est-elle pas embarquée? La lumière se fit dans mon esprit. Mais parce qu'elle est morte, Suzanne. Nadine, c'est la femme assassinée à Marlow. Mentalement, je revoyais la chambre vide dans la maison déserte, avec son atmosphère indéfinissable de crime et de cruauté. J'évoquerais le crayon qui s'échappait de mes mains, la découverte du rouleau de pellicule. Et pourquoi cette pensée s'associait-elle dans mon esprit à Mrs. Blair? Soudain, je la saisis par le bras, la secouant presque tant je frémissais d'excitation. « Vos pellicules! Celles qu'on vous a passées par le ventilateur! Est-ce que c'était pas le 22? Celles que j'ai perdues? Mais qu'en savez-vous? Pourquoi vous les aurait-on rendues de cette façon au milieu de la nuit? Ce serait absurde! Non, c'était un message, on a sûrement glissé quelque chose dans le cylindre. Vous les avez? Il me semble, si j'en ai pas encore fait l'usage. Ah non, les voilà, je me rappelle les avoir fourrés dans ce tiroir. Elle me les tendit. Je saisis d'une main tremblante le cylindre. Des pellicules, mon cœur bondit, il était bien plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. Palpitant d'angoisse, je déroulai la couche de papier. Une poignée de cailloux ternes et vitreux roula sur le lit. « Des cailloux !» dis-je désappointé. « Des cailloux !» cria Suzanne. La vibration de sa voix me fit frémir. « Des cailloux? Mais non, Anne !»
Des diamants? Des diamants. Fascinée, je fixais le petit tas de cailloux. Vous êtes sûre, Suzanne? Ah, absolument sûre, ma chérie. J'en ai assez vu des pierres brutes. Celles-ci sont merveilleuses, uniques. Elles doivent avoir une histoire. Celle que nous avons entendue cette nuit, m'écriai-je. Comment? Celle que nous a racontée le colonel. Ce n'est pas une coïncidence. Il a voulu voir l'effet qu'elle produirait. Sur Sir Eustache? Oui. Je le dis sans être sûr. Était-ce Sir Eustache que le colonel avait en vue? N'était-ce pas moi, plutôt? J'avais déjà cru sentir qu'il me soupçonnait. De quoi? Et lui-même, que venait-il faire là-dedans? Qui est le colonel Race? Demandai-je. Je n'avais jamais rencontré auparavant, dit Suzanne, mais j'en ai beaucoup entendu parler. C'est un grand chasseur, un cousin de Sir Lawrence Horsley, comme il vous l'a dit lui-même. Il va souvent en Afrique. On dit qu'il travaille pour l'intelligence service. Est-ce vrai? En tout cas, c'est un homme assez mystérieux. Avec ça, il vient d'hériter de la fortune de Sir Lawrence. Ma chère Anne, il nage dans l'or. Ce serait un parti magnifique pour vous. Je n'y arriverai jamais avec vous pour rival. Ah, les femmes mariées. Évidemment, il est très commode de faire la cour. Évidemment, il est très commode de faire la cour à une femme mariée. D'autant plus qu'on sait combien j'adore mon mari, ce cher Laurence. Quand je deviens trop fatigante, il se réfugie au ministère des Affaires étrangères, où il peut à loisir s'enfoncer son monocle dans l'œil et dormir dans son grand fauteuil. Si je lui ai envoyé une dépêche pour lui demander des renseignements sur le colonel Race, hein? Je suis sûre que vous l'avez séduit, ma petite, ce colonel. Un regard de ses beaux yeux et ce sera fait. On se fiance toujours à bord d'un paquebot. On n'a rien d'autre à faire. Mais je ne veux pas me marier. Quelle bêtise, mais c'est charmant d'être marié, même avec Clarence. Bon, parlons sérieusement, dis-je. Ce que je veux savoir, c'est le rôle du colonel Race dans ces affaires. Vous ne croyez pas que c'est par hasard qu'il nous a fait ce récit? Non, jamais de la vie. Il nous observait tous. Rappelez-vous ce qu'il a dit. On a retrouvé quelques diamants, mais pas tous. Peut-être avons-nous là ce qui manquait, peut-être. Peut-être quoi? Je ne répondis pas directement. Je voudrais savoir ce qu'est devenu l'autre jeune homme, l'ami du jeune Horsley. Comment s'appelait-il déjà? Ah oui, Lucas. En tout cas, nous commençons à avoir clair. Ce qu'ils veulent tous, ce sont les diamants. C'est pour les avoir que l'homme au complet marron a tué Nadine. Il ne l'a pas tué, dis-je lui à l'amant. Comment il ne l'a pas tué? Mais qui l'a tué alors? Mais j'en sais rien, mais c'est pas lui. Il est entré dans la maison 3 minutes après elle, il en est ressorti blanc comme un linge. Mais parce qu'il l'a trouvée morte. Mais personne d'autre n'est entré. Mais c'est que l'assassin était déjà dans la maison, qu'il y avait une autre entrée. Pourquoi passer par la loge, enfin? Et il aurait pu enjamber un mur. Suzanne me regarda fixement. L'homme au complet marron, répétait-elle. Qui peut-il être? En tout cas, c'est le médecin du métro. Il a enlevé son déguisement et a suivi la femme à Marlowe. Il devait y rencontrer Carton, mais il ne le savait pas, lui, qu'il était suivi par un homme au complet marron. Et quand il l'a reconnu, il a eu un tel choc qu'il a perdu la tête et qu'il est tombé sur la voie. Tout cela est certain. L'homme au complet marron lui a dérobé le papier, celui qu'il a laissé tomber, tellement il se hâtait et que vous avez ramassé. Puis il a suivi la femme à Marlowe. Ensuite, quand il l'a tuée, ou qu'il l'a trouvée morte, où est-il allé? Je gardais le silence. Je me demande, poursuivit Suzanne, est-il possible qu'il ait forcé Sir Eustache à le prendre à bord en qualité de secrétaire? C'est une chance unique de salut. Mais comment est-il arrivé à convaincre Sir Eustache? Avait-il prise sur lui? Ou sur Paget? Dis-je involontairement. Ah, vous n'aimez pas Paget, Anne, hein? Pourtant, Sir Eustache affirme qu'il est honnête et consciencieux. Mais revenons à nos moutons. Rayburn est l'homme au complet marron. Il a lu le papier qu'il a laissé tomber. Il a fait la même erreur que vous, c'est-à-dire pris la tâche pour un point et tenté de pénétrer dans la cabine 17 à 1h du matin, le 22, après avoir d'abord tâché de s'emparer de la cabine par l'entremise de Paget. En route, quelqu'un le blesse. Qui? Chichester. Oui, tout se tient. Télégraphiez à Lord Nasby que vous avez trouvé l'homme au complet marron et que votre fortune est faite. Vous avez omis certains détails. Ah oui, lesquels? Rayburn a une cicatrice. Je sais, mais c'est facile à fabriquer, une cicatrice. À part ça, il correspond exactement au signalement. Qu'est-ce que cette variété de crâne que vous aviez signalée à la police? Je frémis. Suzanne était une femme instruite, mais j'espérais qu'elle ne connaissait pas les termes techniques de l'anthropologie. Dolicocéphale, dis-je négligemment. Tiens, j'avais cru entendre autre chose. Mais non, dolicocéphale, ça veut dire une tête longue, une tête dont la largeur a au moins 75% de sa longueur.
Un silence, je commençais à respirer quand Suzanne demanda soudain. Ah oui, et le contraire? Quoi le contraire? Eh ben, il doit bien exister un contraire, les crânes dont la largeur a plus de 75% de la longueur. Brachycéphale, murmurai-je à contre-cœur. Ah, c'est bien ça, c'est ce que vous aviez dit d'abord. Vraiment? Une faute de distraction, alors. Suzanne me fissa longuement et se mit à rire. Ah, vous mentez très bien, petite bohémienne, mais cela vous évitera des ennuis si vous me dites carrément la vérité. Mais il n'y a rien à dire, murmurai-je. Rien de rien, chuchota doucement Suzanne. Bon, alors, puisqu'il le faut, je vais m'exécuter. J'en ai pas honte. Hein. Peut-on avoir honte d'une chose qui vous arrive sans que vous le vouliez? Oui, il a été affreux, brutal, ingrat, insolent, mais je crois que je le comprends. Il est comme un chien enchaîné qu'on a malmené et qui a envie de mordre. Oui, c'est bien ça, il est mordant, amer, je sais pas pourquoi, mais je l'aime, hein, je le veux. Je traverserai toute l'Afrique pieds nus s'il le faut et je forcerai à m'aimer. Je mourrai pour lui, je travaillerai, je bûcherai, je volerai, et même s'il le fallait, j'emprunterai ou je mendirai pour lui. Ah, maintenant vous savez tout. Suzanne me regarda longuement. Vous n'avez pas du tout la mentalité anglaise, petite bohémienne, dit-elle enfin. Vous n'êtes pas sentimentale pour dessous. J'ai jamais rencontré une femme à la fois aussi pratique et aussi passionnée. Je n'aimerais jamais personne de cette façon-là, heureusement pour moi. Et pourtant, je vous envie. C'est quelque chose de pouvoir aimer. La plupart des gens ne le peuvent pas. Il a eu de la chance de ne pas pouvoir vous épouser, votre petit docteur de province. Si j'en juge d'après votre description, il n'est pas de ceux à qui ça ferait plaisir de garder un explosif dans leur maison. Alors, vous ne télégraphiez pas à Lord Nasby, hein? Vous le tenez pour innocent, d'accord, ma chère Anne. Les faits sont les faits, et malgré tout ce que vous dites, il a pu assassiner cette femme. Non, dis-je, il ne l'a pas fait. Ça, c'est du sentiment. Non, je vous dis que non. Il aurait pu l'assassiner, il l'a peut-être suivi dans cette intention, mais il n'aurait pas pris un bout de corde noire pour l'assassiner, il l'aurait étranglé avec ses propres mains. Suzanne eut un petit frisson. Je commence à comprendre, ma petite, pourquoi ce jeune homme vous plaît tant. On va s'arrêter là aujourd'hui. D'accord ? Voilà, et je vous dis donc à demain, à 17 h, pour vous lire encore quelques chapitres de cette histoire qui, j'espère, vous plaît bien. Voilà, moi ça m'amuse beaucoup de vous la lire. Je vous fais donc des gros bisous. Et je vous enverrai aussi les paroles de cette chanson, voilà, qu'on a écoutée tout à l'heure. Je vous fais des gros bisous. Mouah, à demain!